7h42, l'invité des matins, donc le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, jusqu'à 9h-10. Rebonjour Monsieur Peillon. Alors vous êtes Bonjour. À la tête, on le sait désormais, d'un des 3 seuls ministères à être épargnés par les coupes budgétaires. Autant dire que la pression pèse sur vos épaules. Le président de la République avait fait de la jeunesse l'une de ses priorités et par conséquent, l'Éducation nationale doit donc en être une également. Et vous avez ainsi promis à l'école, sous forme de concertation, qui ont lieu d'ailleurs en ce moment, de la refonder. Rien que ça, vous êtes philosophe de formation, vous connaissez par cœur votre foi laïque, celle de Ferdinand Buisson, et pour un peu, parfois, vous prendriez des accents de Jules Ferry. Nous allons parler éducation nationale avec vous aujourd'hui. Le luxe des matins, c'est que nous avons le temps d'aborder de très nombreux sujets, et d'autres sujets encore. Il y aura bien sûr la formation, les violences scolaires, les effectifs, toutes sortes de choses, l'état même de la concertation que vous avez menée et que vous menez en ce moment. On vit d'un projet de loi pour la fin du mois d'octobre, je crois. Mais enfin, il y a une actualité aujourd'hui qui peut-être serait un bon sujet de disserte pour le philosophe que vous êtes, sauf qu'on se demande quand même, faut-il encore, et une fois de plus, se rabattre le sujet de « peut-on rire de tout ?» Monsieur le philosophe, ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon. Oui, on le doit, et on doit réfléchir, et on doit en parler beaucoup, parce que ce qui se passe n'est pas rien. La violence qui s'exerce, les craintes, tout ça pour une démocratie mérite quand même d'être pris fortement en considération. Ce que vous avez dit est juste au plan des principes et indiscutable. Ça a été d'ailleurs très important pour notre société, notre civilisation, que la liberté d'expression. Vous en parlez au passé ? Ça a été important, vous avez dit. Non, dans la Constitution historique, c'est comme ça qu'on a fait la démocratie, c'est précisément en assurant cette liberté de pensée et d'expression. Et il faut la préserver, surtout si elle est menacée. Ça a toujours été le cas. Il y a toujours eu des gens qui ont voulu empêcher d'autres de parler, ou d'écrire, ou de penser. Dès que cela arrive, moi, dans ma responsabilité d'ailleurs de ministre de l'Éducation nationale, je tiens à dire que c'est le premier point. C'est intangible. On ne peut pas transiger avec ça. Quand on commence les transactions avec la liberté de conscience, de pensée ou d'expression, alors on est sur le très mauvais chemin. Et on en a de très nombreux exemples. Vous savez, les premiers pas vers les totalitarismes, c'est toujours une forme de servitude volontaire qui consiste à s'auto-limiter ou d'attaque contre l'expression. Donc, ce sujet est très préoccupant. La liberté, après, le principe doit être affirmé. On en fait différents usages. Chacun, précisément parce que c'est la liberté, doit juger lui-même de l'usage qu'il en fait, pas les autres. C'est la liberté. Ce serait contradictoire. C'est pas à moi de décider de ta liberté. Mais le fort de la liberté, c'est d'ailleurs au cœur même de l'éducation. Quand on dit on veut rendre les enfants autonomes. Autonome, ça veut dire capacité autonome de se donner à soi-même la règle. Chacun a à mesurer l'usage qu'il fait de sa propre liberté. C'est pour ça que j'ai trouvé votre papier fort bien fait, car il y a le principe et puis il y a les conséquences de l'exercice de cette liberté. Simplement, je veux dire une chose. Je ne crois pas. Et c'est une affaire très ancienne parce que dans le fond, on se dit, c'est un reproche qu'on fait souvent aux gens de principe. Ce serait un pur moraliste, il ne se préoccupe pas des effets de... Mais il faut qu'il y ait dans une société démocratique quelques personnes qui n'ont pas à se préoccuper des effets de leurs paroles. C'est un journal satirique, c'est la liberté d'expression. Les difficultés, les menaces, elles ne relèvent pas des journalistes. C'est une affaire politique qui préexiste quand même à Charlie Hebdo et qui suivra. Le jour où on demande précisément à tous ceux qui sont dans la position de ne pas avoir à se préoccuper des effets, de se taire à cause des effets, on est au début de la difficulté. On fêtait le tricentenaire de Rousseau cette année. Et on sait l'importance pour la Révolution française de cette pensée. Politique et morale sont inséparables. Il y a une forme d'expression qui n'a pas à se préoccuper des effets et qui est précisément l'irruption dans le politique d'une parole qui n'est pas politique elle-même. Et donc, liberté d'expression, le principe est intangible. Nous avons à être préoccupés, évidemment, et chacun à faire le bon usage. Et j'imagine que les journalistes, journal satirique, Charlie Hebdo, on n'est pas obligé de le lire, on n'est pas obligé de l'acheter, on n'est pas obligé, doivent aujourd'hui s'interroger, car ça pose des vrais problèmes politiques, surtout pour ceux qui sont en charge de la sûreté, mais ne faisons pas peser, ni sur eux, ni sur d'autres. Mais on n'a pas eu l'impression que le Premier ministre disait tout à fait la même chose que vous. C'était un peu étonnant qu'en même temps, on entende un Premier ministre dire qu'il condamnait la caricature de Charlie Hebdo, que Laurent
Laurent Fabius au Caire. Certes, il était au Caire, sans doute généreux en tournure, était tout de même à la fois rappelant les principes de la liberté d'expression, mais disant que les caricatures ne soient pas opportunes. Deux choses. Est-ce que dès qu'on met la moindre des petites réserves, on ne met pas le doigt dans un engrenage qui fait que c'est la liberté d'expression qui perdra? Écoutez, l'évidence peut être comprise par tout le monde. D'abord, ça ne sera pas, et franchement, j'espère même entre les Français, un sujet de désaccord. Deuxièmement, on vient de le dire, chacun est dans sa responsabilité. Celle du Premier ministre et celle du ministre des Affaires étrangères, c'est de protéger la vie d'un certain nombre de Français. Et lorsqu'il s'exprime, bien entendu, en vous parlant à vous, mais à d'autres aussi. C'est de la politique, là, évidemment. C'est de la politique. Voilà. Pour continuer avec la politique, et question au ministre de l'Éducation nationale, et toujours sur ce thème, sur cette affaire Charlie Hebdo. Vous disiez tout à l'heure qu'il faut s'efforcer de rendre les enfants autonomes. Est-ce que pour rendre les enfants autonomes, vous souhaitez, vous, ministre de l'Éducation nationale, qu'on commente cette affaire dans les écoles, qu'on en parle? Est-ce que ce serait par exemple un sujet de morale laïque? On est au cœur de la préoccupation. Les enseignants doivent en parler? Bien sûr, des principes de la démocratie. Non, de cette affaire. Mais c'est une illustration, c'est quoi la liberté de conscience? Qu'est-ce que le blasphème? Je vois bien que dans une république laïque, vous avez employé ce terme à un moment. Certains croient qu'il y a des choses qui peuvent être d'ordre blasphématoire. Pas du tout. Il n'y a pas de blasphème chez nous. S'il y a un problème avec la liberté d'expression, il y a des recours juridiques. Mais le droit, ça n'est pas la force. Donc on a le droit d'exercer aucune violence à l'égard de ceux avec qui on est. Et vous avez le début d'une réflexion sur des tas de sujets, on vient de l'évoquer. Mais enfin quand même, nos instructions officielles, personne ne les connaît. L'école, en instruisant, éduque à la liberté. La première phrase des instructions officielles pour la maternelle, ça vient quand même de grands principes. Sur cette phrase, vous pouvez tenir une année. C'est quoi la liberté? Quelles sont ses différentes manifestations? Quelles sont les différentes théories de la liberté, que ce soit dans l'ordre physique, dans l'ordre biologique, dans l'ordre sociologique, dans l'ordre, etc. Tout ça fait partie. Je lisais encore ce matin, quelle incompréhension. La morale laïque, ce serait l'ordre moral. Il ne faudrait jamais parler de la question du bien, du mal, du juste, de l'injuste. C'est pas pour les enseigner tel un nouveau credo, une nouvelle orthodoxie. C'est précisément pour être capable d'interroger toutes ces valeurs et de voir de quelle façon ce socle très difficile que nous avons constitué. Nous sommes quand même, l'Europe a été traversée, non seulement par des guerres de religion, mais par des injustices majeures, par précisément des oppressions à l'égard de différentes formes de liberté. Et c'est revenu encore dans le... Tout ça a permis de constituer un certain nombre de garde-fous, de principes. Il faut les apprendre, il faut les réfléchir. On est dans les principes et dans la réalité de la classe. Il fait comment le prof pour parler de cela à une classe qui peut-être ne va pas vouloir l'entendre ou qui va se sentir insultée parce que pour elle, dire ce que vous dites, à savoir qu'on peut enseigner les religions, etc., c'est un blasphème parce que ce serait... évoquer une religion comme, au fond, ces personnes, ces élèves, de par leur éducation, le sentiraient comme une insulte. D'abord, les professeurs le Vincent Payon. D'abord, les professeurs le font très bien. Deuxièmement, il n'y a rien de nouveau. Excusez-moi, on a bâti l'école laïque face à l'Église catholique et c'était exactement le sujet déjà de tous les instituteurs. Comment faire, et relisez la lettre de Jules Ferry aux instituteurs, amener les gens... France Culture, 8h16, l'heure de la chronique de Brice Couturier, mais avec un petit changement par rapport à d'habitude. Vous avez pris un gros coup de froid, Brice? Oui, je suis malade. Mais je regrette beaucoup de ne pas être présent physiquement parce que j'aurais bien voulu poser mes questions directement à Vincent Payon, mais je vais le faire par téléphone. Alors, parlez bien près de votre combiné. D'accord. Voilà, on vous écoute. Alors, au cours des 15 jours qui ont suivi la rentrée, 2 incidents sont venus rappeler que l'école est confrontée à un problème de violence. Le fait que les victimes aient été des enseignants montre que la situation se dégrade. En effet, ce sont de plus en plus les représentants des institutions qui, parce qu'ils incarnent une autorité, subissent la contestation, l'insulte ou les coups. Dans un cas, dans un collège près de Poitiers, une mère d'élèves de 4e n'a pas apprécié qu'un professeur relève sur le cahier de correspondance qu'un devoir n'avait pas été fait. Agression physique en pleine classe. Dans un lycée professionnel de Bordeaux, c'est un élève de 18 ans qui s'en est pris d'abord au meuble, puis physiquement à un enseignant parce qu'il ne supportait pas que le cours porte sur le système politique du Maroc, son pays d'origine. Cette montée de la violence envers les professeurs a bien des origines, mais on peut en relever plusieurs.
D'abord, les parents se comportent de plus en plus envers l'école comme des consommateurs de services scolaires. Leur chérubin doit acquérir les fameuses compétences au rythme prévu, accumuler les félicitations et passer automatiquement dans la classe supérieure. Et si ce scénario idéal est pris en défaut, on se retournera contre le fournisseur, comme lorsque le portable ne fonctionne pas correctement. Étrange mentalité. Ensuite, cette dévalorisation de la fonction enseignante s'inscrit dans le cadre plus général d'une crise de l'autorité. Cette crise de l'autorité, elle a, je cite, accompagné le développement du monde moderne, comme l'écrivait Hannah Arendt, qui relevait que c'était précisément dans l'éducation, en tant que transmission d'un certain type de savoir sur le monde, que cette crise était la plus manifeste. Or, expliquait encore Arendt, je la cite, la perte de la permanence et de la solidité du monde est identique à la perte de l'autorité. Perte d'autorité du côté des enseignants, sentiment de précarité chez les élèves, cette crise de la culture se traduit aussi par le fait, je cite encore Arendt, que nous avons cessé de vivre dans un monde commun où les mots possèdent un sens indiscutable. Nous nous accordons les uns aux autres, ajoutait-elle, le droit de nous retirer dans nos propres mondes de sens. Or, c'est bien ce que nous observons aujourd'hui à l'école, victime collatérale de la montée des communautarismes identitaires. Écoutons le secrétaire général du principal syndicat des chefs d'établissement, le SNPDEN, je le cite dans l'Express de cette semaine, « La question communautaire à l'école est le problème que les pouvoirs publics ne veulent pas voir. Tout devient objet de dérive et peut créer des tensions, même un arbre de Noël qui n'est pourtant pas un symbole chrétien. » Fin de citation. Comment en est-on arrivé dans un pays comme le nôtre, qui n'est pas la Colombie, à ce que les enseignants soient amenés en très grand nombre à devoir souscrire à des assurances contre les risques de violence? Ne serait-ce pas à l'éducation nationale de le faire à leur place, ou mieux encore de régler globalement ce problème de violence à l'école, car de sa résolution, tout le reste dépend. Comment, par exemple, imposer la carte scolaire à des parents qui savent que pour leur enfant, elle va signifier une relégation dans un collège où il sera humilié, racketté, battu, où il ou elle se rendra chaque jour la peur au ventre. D'où les enseignants à peine nommés n'auront de cesse de chercher à s'échapper. Alors, Monsieur le Ministre, vous venez d'annoncer la création d'un observatoire de la violence au sein de votre ministère. Au moins, pourrait-il avoir pour mérite de cesser une dissimulation du phénomène qui a été largement pratiquée par vos prédécesseurs. Mais s'il devait, cet observatoire, se limiter à la production de nouvelles statistiques s'ajoutant à celles dont nous disposons déjà, il décevrait et les professeurs et les élèves qui ont droit à un environnement pacifié. Merci Brice Couturier, votre chronique à réécouter sur franceculture.fr. Monsieur le ministre, Vincent Peillon. Bon, d'abord, cette violence existe, elle existe dans toute la société, elle existe dans l'école. Pour commencer par là où vous avez fini, c'est-à-dire l'action, ce n'est pas du tout ce que nous avons fait. D'abord, je suis le Premier ministre à avoir déféré systématiquement devant les procureurs tout professeur agressé par l'article 40. Je le ferai systématiquement, pas seulement au nom de l'éducation nationale, mais au nom de la communauté nationale. Car je crois que nous devons tous être aussi, chacun doit prendre ses responsabilités comme adulte, auprès des professeurs. Deuxièmement, nous avons créé à la demande de François Hollande un nouveau métier. Ce sont les assistants de prévention et de sécurité que nous sommes en train de former. C'est ces 500 postes qui ont été créés et plus de postes dans la durée. Ils vont d'abord dans les établissements difficiles, car n'oubliez jamais que 50% des faits graves de violence sont concentrés sur 10% des établissements. Enfin, troisièmement, je n'ai pas créé un observatoire. L'observatoire international existait dans le monde universitaire, était d'ailleurs d'une très grande qualité. J'ai demandé, et c'est la première fois dans l'histoire d'un ministère qui a plusieurs siècles, que le mot violence soit reconnu dans l'organigramme et dans la réalité de ce ministère. Et donc, nous avons créé une délégation ministérielle à la lutte contre les violences scolaires et donc à la prévention, qui a 3 objectifs. Un objectif de connaître les réalités. Oui, nous sommes le ministère des Lumières. Je pense que pour les traiter, si on ne veut pas être dans l'émotion, le fait divers, et je pourrais vous en dire beaucoup sur les événements que vous avez cités, certains sont vrais, d'autres sont totalement inexacts. Et d'ailleurs, le professeur lui-même fait le travail médiatique pour dire que ce n'est pas exactement ce qui a été dit dans les médias. Parce que ça, c'est un vrai problème. Mais donc, un travail de connaissance sur cette violence à l'école, qui ne correspond pas du tout d'ailleurs à l'idée que les gens en ont. Deuxièmement, bien entendu, un travail d'action.
c'est-à-dire mettre en place, comme nos auxiliaires de prévention et sécurité, un certain nombre de mécanismes qui concernent la vie scolaire, qui permettent de lutter contre cela, association des parents, etc., on pourrait décrire. C'est pour ça que j'ai rattaché cette délégation auprès de la Direction générale de l'enseignement scolaire, c'est-à-dire la mise en œuvre des pédagogies. Et puis, troisièmement, c'est fondamental, et nous en sommes en train de le transformer totalement, la formation initiale et continue des professeurs et des personnels d'encadrement, vous citiez Philippe Tournier, de telle sorte que nous soyons armés, que nos personnels soient armés, pour faire face à toutes ces questions que vous avez soulevées, mais qui sont lourdes quand même, hein. Le monde commun qu'il faut reconstruire, les valeurs laïques, arracher les gens quand même, je l'ai dit et j'ai vu les réactions, à leurs enracinements, leurs opinions, leurs préjugés et donc leur violence, être capable, entre tous les enfants de France, de rebâtir du commun et de faire que ce commun nous permette de vivre ensemble plutôt que ces gestes de violence. Donc nous ne sommes pas dans l'observation seulement, il ne faut pas mépriser la connaissance, nous sommes véritablement dans la connaissance au service de l'action et c'est pourquoi j'ai demandé à Éric de Barbieux, qui est celui qui a dans le fond, fait admettre qu'il y avait de la violence à l'école dans notre pays, mais qui est aussi reconnu internationalement depuis 15 ans, d'accepter, c'est très, très important, de quitter l'université pour venir dans le ministère, y compris avec des universitaires, mais aussi des gens d'action, des inspecteurs, des professeurs, pour que nous agissions. Et j'y tiens beaucoup, nous prenons ce problème très au sérieux. Alors, cela dit là, Vincent Payon, vous vous situez dans la continuité de ce qu'avait prévu de faire Luc Chatel, puisque Éric de Barbieux, au fond, avait déjà piloté les états généraux de la sécurité à l'école. Nous sommes exactement dans l'inverse. Éric de Barbieux, qui est un militant, avait fait, vous venez de le dire, la présidence d'un conseil scientifique. Là, il est dans l'action. Pour Luc Chatel, déjà. Pas pour Luc Chatel, pour le ministère et pour la France. Il a été très déçu, il l'a dit. Oui, parce que la première mesure, allons sur les contenus, et d'autant plus qu'on est avec vous, donc on peut en profiter. Quelle est la première mesure des états généraux de la violence demandée par les chercheurs? Plus d'adultes dans les établissements. Comprenez bien quand même, pour qu'il y ait un peu de sûreté, de sécurité, de tranquillité dans les établissements, il faut mettre des adultes quand même. Quelle est l'action majeure de la droite depuis quelques années? À une époque, certains disaient qu'il fallait mettre de la police. Oui, ce qui est une très mauvaise idée, même s'il faut travailler avec l'ensemble des corps de fonctionnaires. C'était d'ailleurs une des mauvaises idées, une des mauvaises propositions que la droite a sorties, comme les portiques à la sortie des états généraux, qui étaient en contradiction avec les recommandations d'Éric de Barbieux et en gros l'ensemble de la communauté universitaire. Mais la première chose, je tiens à le dire quand même, c'est que dans les écoles et dans les lycées, il faut des adultes. Pas détruire 80 000 postes, mais qu'il y ait des surveillants, qu'il y ait des conseillers principaux d'éducation, qu'il y ait des professeurs. Tout ça aide beaucoup à ce qu'on appelle le climat scolaire. Quand c'est plus le cas, surtout dans les établissements difficiles, vous avez un problème. Je vous rappelle qu'à la rentrée, nous avons créé, dans l'urgence, 6 000 postes. Il y avait les postes de professeurs, mais il y a 2000 assistants d'éducation, c'est-à-dire ce qu'on appelait autrefois les surveillants, des postes de CPE et les postes dont j'ai parlé, c'est-à-dire ce nouveau métier. Hubert Huertas. Que répondez-vous au chef d'établissement que citait tout à l'heure Brice Couturier et qui disait donc que la question communautaire est un problème de plus en plus important et que les pouvoirs publics ne veulent pas voir? Moi, je pense qu'elle est au cœur, depuis d'ailleurs ce matin, de nos débats, elle est au cœur de nos préoccupations. Moi, je la vois très nettement, et c'est pour ça que je n'arrête pas de dire qu'il faut rebâtir du commun, mais je vous demande à tous, l'école fera, dans les années qui viennent, tout ce qu'il faut, sur le plan matériel et intellectuel. Tout à l'heure, je l'ai dit, c'est l'objectif du président de la République, le redressement, et ça passera par l'école, elle est la France de demain. Mais le reste de la société ne doit pas se défausser sur l'école de ses responsabilités. C'est pas le tonneau des Danaïdes, c'est-à-dire on va demander à l'école du respect, l'école du commun, l'école de la raison, l'école du long terme, et à l'extérieur, on sera irrespectueux, on fera vibrer l'émotion, on coupera les phrases en 4 et on fera perdre le sens. Ça, c'est pas possible. Si les adultes de France pensent qu'ils ont maintenant une responsabilité, et ils ont maltraité, nous avons maltraité notre jeunesse, il faut aussi quand même reconnaître, c'est pas tous ces petits sauvageons qui seraient responsables d'eux-mêmes, ça n'existe pas. Nous avons nos responsabilités d'adultes. Alors, les enseignants, les professeurs, les ministres, mais tout le reste de la société. Donc, il faut se mettre à cette question. Nous ne pouvons pas accepter les dérives communautaristes. Nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait des violences de cette nature. Et nous avons à défendre nos valeurs. Parce que la République a des valeurs. Et là-dessus, je voudrais dire quand même quelque chose. Il faut quand même accompagner l'effort de l'école d'un effort profond
de justice sociale. Parce qu'il faut analyser aussi les mécanismes du repli communautaire, et ces mécanismes du repli communautaire, ce sont des crises d'identité que vivent un certain nombre de gens, parce qu'ils ne trouvent pas les éléments de la reconnaissance et de la confiance dans la société où ils sont. Et là, nous avons aussi tout un travail à faire. Face à la violence de la société dont vous parlez, puisque les choses sont liées, violence à l'école, on ne peut pas avoir une école qui soit un îlot préservé au milieu d'une société de violence. Hein. Christiane Taubira vient donc de publier une circulaire sur les prisons. Elle s'est également exprimée sur une certaine manière d'aborder la violence. Elle a parlé des peines planchées que vous, socialistes, vous apprêtez à abolir. Vous savez ce que dit l'UMP. L'UMP dit que, en faisant cela, on lance un message aux délinquants. Et donc, on lance un message aussi à la violence telle qu'elle s'exerce dans les écoles, non ? Vincent Peillon. Je crois que l'accumulation de lois sécuritaires, entre guillemets, de la droite a conduit, on le voit, à une absence cruelle de résultats. Donc je pense que c'est un objet qui ne doit pas être de communication, voire d'excommunication, en disant les uns contre les autres. Je pense qu'il faut prendre ces questions très au sérieux. La droite ne l'a pas fait. Elle a fait de la gesticulation, elle a diminué les effectifs de police, elle a multiplié, je le vois par exemple, la suppression des allocations familiales, la loi Ciotti pour les élèves absents. C'est la caisse d'allocations familiales qui vient de faire un rapport pour montrer que ça n'a aucun effet. Notre préoccupation doit être les effets. Alors si vous me demandez est-ce que nous sommes laxistes, je vous réponds non. Nous serons d'une intransigeance et d'une rigueur absolue à l'égard de la délinquance. Et en même temps, le redressement moral, intellectuel du pays, il doit être dans la justice. Mais le message là, il n'est pas qu'on va être moins puni si on commet tel ou tel acte de délinquance, donc à l'école ou à l'extérieur. Non, on ne sera pas moins puni. Vincent Peillon. On doit d'ailleurs être puni plus vite, plus tôt, parce que c'est ça. On doit avoir des peines qui sont proportionnelles aux infractions que l'on commet, et on doit surtout faire, parce que vous savez, c'est toujours pareil, hein, c'est comme dans la médecine, on doit prévenir. Parce que qu'est-ce que c'est que ce jeu ? On peut remplir, et c'était la belle phrase de Victor Hugo, on peut remplir les prisons autant qu'on veut si on n'a pas éduqué les gens avant. Pourquoi nous disons par exemple une chose aussi simple qu'éducation et priorité au primaire ? Parce que chacun sait que ça se joue très tôt. Qu'est-ce qui se joue ? Les apprentissages cognitifs, bien sûr, mais aussi la socialisation. Le fait de pouvoir être à l'aise dans son langage, c'est-à-dire dans sa structuration du monde. C'est les enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et là, il faut mettre le paquet. Il faut même dire à ceux qui nous écoutent que ce travail de redressement, ça ne va pas se faire encore en une déclaration, une loi, une année. Il faut que nous nous remettions à retisser ce commun, à redéfendre nos valeurs. C'est un travail de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans, mais il faut essayer d'inverser ce moment qui est un moment de décomposition. Et imaginez quand même, c'est ce que dit fort bien le professeur de Bordeaux, décomposition collective, c'est terrible de voir ces actes de violence, cette école abîmée comme ça, c'est la République qui est abîmée, mais décomposition pour ces jeunes eux-mêmes. Quand il dit il a pété les plombs, toutes les difficultés. Nous sommes le pays où les adolescents se suicident le plus. C'est une fierté pour nous adultes, tout ça est lié. Donc nous avons quand même à faire un travail en profondeur, et ce sera très intéressant, sur des affaires comme les rythmes scolaires ou d'autres, où nous avons abandonné notre jeunesse, de voir si ce pays veut, nous adultes, se redresser ou pas. Car là, nous avons un bon test pour sortir des commentaires de notre propre malheur, parce qu'elle en est là, la France, hein, à se mettre des cendres dessus, à dire est-ce qu'on veut se redresser ? Est-ce qu'on veut avancer ? Est-ce qu'on veut faire pour les jeunes ce qu'on avait fait pour nous, d'ailleurs, quand je regarde beaucoup de sujets ? Alors là, on aura un bon test de notre volonté à avancer. Agnès Benassi-Kéré. Oui, vous avez parlé tout à l'heure de résultats, ce qui est normal pour quelqu'un qui est en charge d'un aussi grand ministère et responsable de tant de deniers publics. Alors, quand on parle de résultats, les économistes pensent immédiatement à la question de l'expérimentation qui se prête extrêmement bien à l'école et moins dans d'autres domaines de la politique publique. Est-ce que, donc vous avez un grand nombre de dossiers absolument clés sur votre bureau, est-ce que vous envisagez de faire des expérimentations avant la généralisation de nouveaux dispositifs? Quand vous parlez des dossiers clés, vous avez un exemple des dossiers clés où on a parlé de la violence, il y a la question récurrente de la sectorisation, du rythme scolaire, des tailles des classes, des programmes, de la formation des voilà. maîtres. Donc vous avez la chance d'avoir un pays avec des régions, vous avez la possibilité d'avoir des groupes tests pour véritablement vérifier ce fameux résultat de manière scientifique, entre guillemets, comme le font les médecins, les chercheurs en médecine, avant de généraliser un médicament. Vincent Peillon. D'abord, l'expérimentation existe, et même l'innovation. Ce qui me fait de la peine, et c'est pour ça que j'ai dit qu'on allait recréer un conseil de l'innovation, c'est que dans le fond, il n'y a pas de remontée du bas vers le haut dans notre système.
Et il n'y a même pas, et là je vais me servir beaucoup de l'Internet, il n'y a même pas de mutualisation, de mise en commun de ces différentes expériences. C'est-à-dire que ceux qui innovent ou expérimentent quelque part ne peuvent pas mutualiser leurs expériences avec d'autres. Donc c'est tout un volet de notre action que nous allons développer. Des choses existent déjà, mais c'est tout à fait essentiel, y compris qu'on prenne cette habitude. Deuxièmement, dans la loi, nous allons voir, et je ne peux pas tout vous dire ce matin, mais nous favoriserons un certain nombre d'expérimentations, c'est-à-dire une forme, si vous voulez, de liberté qui est absolument nécessaire aux bonnes pratiques pédagogiques. Car il faut aussi comprendre que les professeurs, les chefs d'établissement sont des concepteurs, que les terrains sont différents. Ils doivent pouvoir, avec les collectivités locales, pouvoir expérimenter ou adapter un certain nombre de pratiques. Donc j'y suis profondément favorable. Après, ma responsabilité, c'est quand même, on parlait du commun, que tous les enfants de France aient les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et il y a un très grand danger, on l'a vu parfois, et je l'ai vu même sur, vous savez, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Là où on laisse se développer ces initiatives, eh bien, il y a des gens qui ont plus et des gens qui ont moins à l'arrivée. C'est par exemple l'effet de la réforme du lycée. L'effet de la réforme du lycée, qui était partie d'une bonne idée, donc elle a été faite par mes prédécesseurs, disant on va laisser un peu de souplesse, on va pouvoir faire des blocs. Et bien le résultat, c'est que ceux qui ont plus ont toujours plus, ceux qui ont moins ont toujours moins. On évoquait la carte scolaire tout à l'heure, et vous aviez une inquiétude. Mais la droite l'a assoupli. Le résultat de l'assouplissement de la carte scolaire, c'est que les collèges les plus défavorisés, et là toutes les études le montrent, on en a plusieurs, puisque vous parlez d'évaluation, eh bien ont été encore plus défavorisés. Donc il faut faire très attention, et j'y veillerai, penser au rythme scolaire, penser aux pratiques culturelles. Il faut faire très attention quand on donne ces libertés, que ces libertés ne soient pas l'occasion d'accroître encore, dans un pays dont quand même le tissu géographique, social est mité, d'accroître encore les inégalités. Il faut de la péréquation, il faut de la solidarité, il faut quand même que tous les enfants aient du commun, les mêmes droits, les mêmes devoirs, le même accès à la culture, le même accès au sport, le même accès aux langues étrangères, le même accès à l'Internet. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, Vincent Payan, d'aucuns tout de même disent parfois, oui, c'est très bien de parler de la question de la violence scolaire, mais au fond, le vrai problème de l'éducation nationale aujourd'hui, c'est que nos enfants apprennent à lire correctement, à écrire encore mieux et qu'ils sachent compter. Et bien sûr, revient régulièrement dans les dossiers la question du décrochage scolaire. On connaît le rapport de l'OCDE qui a porté son rapport Regard sur l'éducation de 2012, où le taux de scolarisation des jeunes de 15 à 19 ans est passé de 89% en 95 à 84% en 2010. Quel est pour vous quand même ce qui serait quand même l'autre vraie priorité? D'abord la formation des profs, cette question du savoir lire, écrire, compter, le nombre d'élèves par classe, la semaine de quel jour, de combien de jours, c'est quoi la chose qu'il faut faire passer tout de suite? Là, c'est la même chose. En fait, tout ce que vous avez dit, c'est précisément les priorités parce que c'est lié. Et on peut tout faire en même temps. Je voudrais d'abord vous dire une chose, c'est qu'entre celui qui a du mal à lire et à écrire, celui qui est violent et celui qui décroche, il y a véritablement, quand vous regardez les études, un lien très étroit. Lorsqu'on a du mal à s'exprimer, lorsqu'on est mis en difficulté très tôt, lorsqu'on redouble les CP, on entre dans des voies qui finissent par le décrochage. Et lorsqu'on a cette difficulté-là, qui est une difficulté relationnelle, sociale, d'insertion, d'épanouissement, et vous savez qu'on meurt même plus jeune, de plusieurs années. Donc, on se retrouve dans des situations d'échec. Donc, notre responsabilité, et c'est pour ça que des mots très simples sont, dans le fond, et je le disais hier encore à Dijon, une inversion totale. Quand on dit priorité au primaire, les gens pensent qu'en France, on l'a fait. On est le seul pays où on met moins d'argent au début que dans la suite, c'est-à-dire le collège et le lycée. Et on met beaucoup moins d'argent dans... alors, l'argent, c'est pas joli de dire comme ça, mais je vais vous dire ce que ça traduit, dans le CP, l'école maternelle, le CE1, que les autres pays européens. Or, comme c'est là que les difficultés ont lieu, et c'est là qu'elles ne sont pas convenablement traitées, nous avons après, ces difficultés se reproduisent tout au long des parcours, des destins scolaires et sociaux. Alors, il faut mettre le paquet sur le primaire, ça veut dire des enseignants formés. C'est très difficile d'apprendre à un enfant à lire ou à écrire. On est le seul pays qui a supprimé cette formation. Et donc, nous portons un grand projet qui est absolument nouveau. C'est pas le retour aux écoles normales ou aux IEFM. L'école supérieure du professorat et de l'éducation. Et à quelle échéance ? Rentrée 2013, les ESPE vont être ouvertes. Deuxièmement, nous allons modifier les rythmes scolaires. On se plaint que les enfants ne sachent pas lire, écrire, etc. Mais précisément, on leur donne plus de temps d'apprentissage. On a 144 jours, vous avez raison, jours de classe. Tous les autres pays sont à 180-200. On était nous-mêmes à 180 il y a encore 4 ans. Et donc, on fait subir à nos enfants et aux élèves des choses que nous ne sommes même pas imposées à nous-mêmes. Le grand historien Antoine Porot me faisait remarquer il n'y a pas longtemps qu'on a enlevé une année de classe entre CP et CM2, mais comme on est très exigeant,
évidemment, on n'a pas du tout diminué les programmes, on les a bourrés. Et donc, on fait des journées extrêmement chargées et usantes pour les enfants, qui n'ont lieu dans aucun autre pays. Donc, remettre en place une formation des enseignants, changer les rythmes scolaires et adapter temps scolaire et temps éducatif, être capable de faire une vraie priorité au primaire, des moyens, plus de maîtres que de classes pour les enfants qui sont en difficulté, des pédagogies rénovées. Voilà, ce sont les 3 axes majeurs de la grande réforme que nous allons proposer. Je crois que de savoir que dans votre cabinet en ce moment, on discute ferme pour ouvrir les après-midi des enfants à des activités différentes. Qu'est-ce que cela recoupe? Est-ce que c'est trop tôt pour en parler ou est-ce que vous pouvez nous dire un peu de quoi il s'agit? Et si notamment il y a ce cheval de mer également, ce cheval de mer, je ne sais pas si c'est bien français cette question, la question de l'éducation artistique. Mais est-on en train de réfléchir ou pas à ouvrir ces fameux après-midi des écoles à des enfants aujourd'hui à des activités différentes? Bien sûr. Vous parliez tout à l'heure des expérimentations, ça existe dans un certain nombre d'endroits déjà. Deuxièmement, je l'évoquais tout à l'heure, là où on a été capable, y compris dans des endroits qui connaissent précisément de la violence, de mettre en place des projets artistiques, des pratiques artistiques, des résidences artistiques avec des artistes qui viennent, on a des résultats extraordinaires sur la réussite des élèves et sur la baisse de la violence, y compris dans les quartiers nord de Paris et dans certaines banlieues très proches. Donc c'est tout à fait souhaitable. Mais évidemment, on retrouve 2 problèmes. Un, ça coûte un peu d'argent. Ça coûte un peu d'argent parce qu'il faut évidemment investir. Et 2, puisque ça coûte de l'argent, si on veut le faire, il faudrait faire que tout le monde puisse y avoir droit. Je veux me faire comprendre. Une collectivité locale très riche, Lyon, Paris, etc., a plus de facilité à financer, pour des tas de raisons, vous le comprenez bien, des pratiques sportives ou culturelles l'après-midi, que, évidemment, une communauté de communes de la Haute-Saône ou du fin fond de la Lozère. Or, nous, notre responsabilité, c'est de faire quand même que, soit vous êtes de cette banlieue, vous êtes de cette campagne, vous êtes de ce centre-ville, vous devez avoir, comme enfant, les mêmes droits. Et donc, nous sommes dans une négociation, une discussion plus d'ailleurs aujourd'hui, très approfondie, avec les collectivités locales qui sont engagées dans cette affaire, les parents d'élèves qui ont évidemment leur mot à dire, les grands mouvements d'éducation populaire, qui prend en charge les enfants après, quels sont les personnels qui font ces accompagnements pour voir si nous pouvons construire... Et un peu la rue de Valois aussi, le ministère de la Culture, avec ces affaires toujours très compliquées d'un travail en commun, rue de Valois et votre ministère. Pour être très net, c'est le projet que nous portons ensemble avec Aurélie Filippetti. Moi, j'ai beaucoup d'abord d'amitié et de respect pour elle, mais regardez bien ses déclarations et l'orientation de sa politique. Depuis le début, cette question de l'éducation artistique, des pratiques culturelles est au cœur de son orientation politique. Et nous cherchons, d'abord nous travaillons dans 2 groupes de travail ensemble, mais nous cherchons à construire évidemment cela ensemble pour des tas de raisons que je pourrais développer, mais je suis déjà trop long. Alors Hubert Huertas et Agnès Benassi-Carré. On parlait de lire et d'écrire, apprendre à lire et à écrire. Alors je voudrais vous poser une question concrète avec un témoignage, le mien. Mon père, 90 ans, il quitte l'école au certificat d'études. Pas une seule faute d'orthographe. Moi, 60 ans, formation universitaire, 3-4 fautes. Mon fils, 30 ans, fait plus de fautes que moi. Ma fille, 20 ans, fait plus de fautes que son frère. Est-ce que c'est un mouvement comme ça, c'est grave, ou est-ce que c'est un problème secondaire, l'orthographe ? Alors, Vincent Payon. D'une part, ça n'est pas vérifié par les études que l'on a, parce qu'on a toujours tendance... sûr ? Oui, je suis sûr. Donc on a toujours tendance à, mais tant mieux, dans le fond, à regretter le paradis perdu, l'âge d'or, depuis Hésiode, c'est comme ça, on préfère... Bon. Non, c'est qu'on fait plus de fautes d'orthographe aujourd'hui. Mais ma grand-mère, chacun son expérience, qui était très fière d'avoir eu uniquement le certificat d'études, elle me disait, moi je ne fais pas une faute d'orthographe, m'envoyait des lettres quand j'étais au colonie de vacances, et qu'il y avait à peu près une faute par mot. Mais je continue de lui dire, tu as raison. Pas mon père. Alors, bravo pour votre père. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec des premiers ministres, quelques grands intellectuels, et aller voir les manuscrits même de très grands écrivains français. C'est souvent bourré de fautes d'orthographe. Et donc, il ne faudrait pas, là encore, qu'on tyrannise nos jeunes gens en disant, nous, on ne faisait aucune faute d'orthographe. Et je dois vous dire que moi-même, j'ai passé l'agrégation avec le bled à côté de moi, 6e, 5e, parce que il peut arriver que les uns et les autres, on fasse quelques fautes. Ouais. Bon. Donc, je suis pour l'orthographe, je suis pour cette politesse de l'esprit, je suis pour que... Mais je pense qu'il n'y a pas l'évolution que vous dites. Enfin, dernière chose quand même, parce que il y a 50 ans, alors vous avez parlé du certificat d'études, mais il y a 50 ans, il y a même 20 ans, il y avait beaucoup moins de jeunes, beaucoup moins de citoyens qui avaient accès à la connaissance et à la culture qu'aujourd'hui.
Et il faut se rendre compte quand même que nos sociétés, et ce qui se joue d'ailleurs avec des sociétés à l'extérieur de nous, on a toujours un discours pessimiste, c'est quand même que beaucoup plus de gens et des couches nouvelles socialement ont accès précisément aux études, à la connaissance et à la culture. C'est quand même globalement une bonne nouvelle. Alors, plusieurs questions encore qui sont dans votre actualité. Bien sûr, par exemple, faut-il ou non en finir une fois pour toutes avec les notes à l'école primaire, comme le demandent beaucoup d'enseignants, monsieur le ministre? Et puis aussi, corollaire, quand, c'est toujours de la notation, quand enfin les systèmes d'évaluation qui tétanisent les enseignants seront-ils abandonnés? Il y a déjà des éléments, puisque des systèmes d'évaluation, 2 très importants que j'ai fait interrompre, les évaluations l'année dernière, et là ce qu'on appelle le livret personnel de compétences, qui va être profondément simplifié. Donc je lisais dans un certain journal qu'on n'avait pas bougé l'évaluation, on n'a jamais autant bougé et pris de décisions aussi vite. Maintenant, sur la question des notes, je me suis exprimé à plusieurs reprises. Je souhaiterais, d'ailleurs, c'est globalement qu'on passe d'une société de la défiance à une société de la confiance. Et la première chose, c'est donner aux enfants confiance en eux-mêmes. On apprend bien que quand on a plaisir à apprendre. C'est aussi, dans le fond, une chose très importante pour l'école, de comprendre que l'enfant doit s'y trouver bien. C'est comme ça qu'on apprend le mieux. Et de ce point de vue-là, notre système de notation est trop souvent blessant. Et donc, il faut que la notation soit un encouragement et pas quelque chose qui décourage beaucoup d'enfants. Alors, c'est pas est-ce qu'il faut des notes ou pas de notes, c'est pas tout noir ou tout blanc. C'est il faut mettre en place, ça existe d'ailleurs, il y a plein de méthodes pour le faire, des systèmes d'évaluation qui soient, disons, plus encourageants et plus formatifs, dans le fond, pour les élèves. Donc, tout ça, et je voudrais dire une chose très simple. Et les enseignants, La grande refondation de l'école, elle sera pas simplement, c'est pas des circulaires, c'est pas des stylos, c'est pas que de l'argent. C'est des pédagogies. J'ai dit depuis 1 an et demi que toute l'équipe qui m'entoure, qui sont tous des gens qui ont enseigné, qui aiment l'école, qui consacrent le meilleur d'eux-mêmes, ont une entrée dans les sujets. C'est pas Bercy qui dirige aujourd'hui le ministère de l'Éducation nationale, ce sont des professeurs. Ce sont des gens qui connaissent et qui respectent et qui placent au plus haut le lien entre un professeur et un élève, qui est le fond de l'affaire. Et donc, les questions pédagogiques sont au cœur de la concertation. Je vous propose d'écouter tout de même, parce qu'une émission avec un ministre de l'Éducation nationale sans enseignants, c'est pas terrible. Alors voilà, écoutez donc le témoignage qu'a recueilli Christophe Paillet. C'est le témoignage de Clémentine Fardou, qui est prof à Pablo Picasso à Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne, qui a signé sur le site rue 89 une pétition pour demander l'augmentation des effectifs d'élèves dans son établissement. Écoutez-la, donc, elle est Clémentine Fardou au micro de Christophe Paillet. L'établissement Pablo Picasso est en action depuis le jour de la pré-rentrée, du côté des professeurs qui ont fait grève, des élèves qui ont bloqué l'établissement, des parents et des élus qui nous soutiennent, parce que depuis 15 ans, nous avions entre 30 et 32 élèves dans nos classes de seconde, et cette année, nous en avons plus de 34 en moyenne, dont 35 dans plusieurs classes. 3 ou 4 élèves de plus, c'est moins de temps pour chacun pour s'exprimer, notamment en cours de langue, pour que nous, enseignants, nous puissions les suivre, les accompagner dans un processus d'apprentissage et d'orientation parfois compliqué, oui. Nous avions eu beaucoup d'espoir, effectivement, en entendant que la casse de l'école publique c'était fini, que ce nouveau gouvernement allait changer les choses. Pour l'instant, de chez nous, c'est vrai que c'est difficile à croire dans la mesure où on a une situation bien pire que les années précédentes. On ne comprend pas pourquoi l'année où on nous dit ça va commencer à aller mieux, là, maintenant, chez nous, c'est pire que les 15 dernières années. Le changement avec la gauche, il faut que ça soit très vite là, il faut qu'ils nous rouvrent notre classe, qu'on puisse enfin dire oui, effectivement, allez, allons-y. Vincent Payon. On peut y croire. On a, vous le savez, créé 6 000 postes, je l'ai dit tout à l'heure, plus de 1 000 postes de professeurs des écoles, mais le budget de cette année, c'est la droite encore. Et donc, c'est 14 000 postes supprimés. Donc, j'ai pu réouvrir 670 classes, mais on ne peut pas faire, et d'ailleurs, ça fait partie de la réflexion que les uns et les autres doivent avoir sur le temps, sur la vérité des propos. Et donc, les professeurs l'ont fort bien compris, c'est pour ça que la rentrée s'est bien passée. Cette rentrée, elle est mieux, elle est nettement mieux, mais elle est encore l'héritage de la droite. Je dis un mot quand même, et ce sera d'ailleurs une information, nous allons avoir à recruter près de 40 000 professeurs. Et donc, mon gros problème, c'est pour qu'il y ait des gens de pour la rentrée 2013. Dans les années, là, il faut les trouver, qui viennent. Il faut les trouver. Parce qu'on n'a pas parlé, mais il faudrait faire 3 heures d'émission. On est allé au maximum au maximum de la réouverture des listes.
Et je le ferai. Et j'annonce d'ailleurs, parce que je vois les problèmes de remplacement qui sont en train de venir, que nous finissons à l'instant une discussion avec les représentants syndicaux pour réouvrir encore, au-delà des 1000 que j'avais donnés sur les professeurs des écoles, les listes complémentaires, car il y aura des tensions de remplacement. Et donc nous avons déjà 90 postes supplémentaires que nous allons recruter dans les jours qui viennent pour faire face dans les académies, dont la sienne d'ailleurs, les plus déficitaires, à quelques problèmes. Mais là, nous sommes dans l'œuvre de réparation par rapport à la destruction qui a été celle de la droite. Et je ne veux pas seulement qu'on répare, on va réparer, mais je veux aussi qu'on change l'école en profondeur. La gauche, elle ne doit pas simplement venir corriger ce que la droite, ou rétablir ce que la droite a défait. Elle doit avoir une beaucoup plus grande ambition transformatrice. Donc, 1, nous allons réparer, ça mérite un peu de temps, il faut un peu de temps, mais 2, nous avons aussi une plus grande ambition, c'est celle de changer l'école. Alors, je vais vous demander une question courte, très courte, pour une réponse qui sera simple. courte nécessairement. Oui. Vous avez dit quelque part que vous aviez l'intention de travailler très étroitement avec les entreprises. Qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous pensiez à l'apprentissage, qui est un sujet très important? Et quand on compare les performances de la France et de l'Allemagne, traditionnellement, on dit que l'apprentissage est bien mieux organisé en Allemagne et permet aux jeunes d'accéder à l'emploi. Je rencontre à partir de la semaine prochaine une centaine de chefs d'entreprise, des plus grandes entreprises, des grandes PME, tous leurs représentants, car je crois que c'est un problème français, d'abord cette division absolument insupportable entre les savoirs nobles et les autres, et notre jeunesse, 3 millions de chômeurs, énormément de jeunes en est les premières victimes, surtout les milieux défavorisés. Je pense que l'éducation, en tout cas par mon intermédiaire, doit faire une part du chemin, parce qu'il faut mieux ajuster les formations au métier, et on a un peu de marge. Donc je veux en débattre avec les chefs d'entreprise. Je pense qu'ils ont aussi une part du chemin à faire, car quand je regarde la dépense éducative, nos collectivités locales sont bien investies, mais nous avons encore un monde patronal qui ne s'investit pas assez dans l'école. Et donc je veux que ce dialogue se noue. Il y a un lien entre redressement éducatif et redressement productif. Je veux qu'il ait lieu. Des questions qui arrivent sur Twitter, tenez. Puisse-t-il oublier, le ministre, le temps politique et privilégier le temps éducatif? C'est tout l'enjeu. François Hollande a accepté, en faisant de l'école une priorité, ce que je lui dis très tôt. Quand on va agir pour des enfants en difficulté, qui sont des enfants de moins de 3 ans, nous allons nous adresser à des citoyens qui vont vivre au 22e siècle. La Constitution empêche aujourd'hui qu'un président de la République fasse plus de 2 quinquennats, vous le savez. Les effets de la politique que nous allons mettre en œuvre, ils seront pour après le 2e quinquennat. C'est ça la réalité des choses. Et dans 2, 3 ans ou 4 ans, on va avoir les tests PISA qui vont dire la situation se dégrade encore en France. Parce que ce seront les élèves qui, évidemment, relevaient de l'absence de formation des professeurs, etc. Et donc, il faudra faire le gros dos. Donc, je lui avais dit, c'est courageux. Visiblement, c'est quand même le choix qu'il a fait. De temps en temps, il faut que le temps politique au sens noble, disons celui de l'action publique, prenne le pas sur le temps politicien, voire, permettez-le-moi, sur le temps médiatique. Et dernière question, certains s'inquiètent de ce que vous n'ayez pas désanctionné des enseignants qui avaient été lourdement sanctionnés, ce qu'on appelle les enseignants résistants, qui n'avaient pas voulu appliquer quelques-unes des directives des ministres Darcos ou Châtel, qui ont été sanctionnés, rétrogradation salariale et autres, et on attend que vous fassiez quelque chose. Vous savez que l'école française était nourrie sur le principe moral, et c'est la fameuse morale laïque de Kant, agit toujours de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en loi universelle. Alors, il n'était pas d'accord avec mon prédécesseur. Dans un cadre démocratique, mon prédécesseur avait été élu démocratiquement. Moi, je vais faire une réforme. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord. Alors, ils désobéiront, ce sont des fonctionnaires d'État. Bon, que les gens réfléchissent un peu. Un ministre de l'Éducation qui va dire, mais vous pouvez ne pas respecter, évidemment, mais où on va? Donc moi, j'ai beaucoup d'amitié pour eux. On a partagé beaucoup de valeurs. Mais venir et dire, écoutez, la loi, finalement, quand on la respecte pas, c'est pas grave, il y aurait une petite contradiction. Car il se fait qu'il y a une diversité d'opinions dans le pays et il y a une démocratie. Cette politique de la droite, que j'ai profondément combattue, je suis content qu'on s'en soit débarrassé, elle avait été décidée par les Français dans un vote démocratique. On ne peut pas s'exempter, surtout quand on est un fonctionnaire d'État, d'appliquer quand même les politiques démocratiquement choisies par nos concitoyens. Un tout petit peu de bon sens dans cette affaire. Mais ils ont toute ma sympathie.